Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette huitième clé qui s'intitule l'Apocalypse, la levée des voiles. Alors, on va expliquer concrètement ce qu'est l'Apocalypse, parce que c'est un terme qui a tendance à effrayer quelque peu, à faire peur, dans la mesure où il est un petit peu galvaudé ou tout au moins limité. Il est perçu de manière, on va dire, limitative. Alors, concrètement, l'Apocalypse, étymologiquement en grec, signifie ni plus ni moins que révélation. D'accord? Donc en quelque sorte, c'est la levée des voiles. Alors, on va justement lever le voile sur la signification, c'est-à-dire c'est quoi concrètement les voiles? Alors, les voiles correspondent à l'illusion de notre monde, les illusions de notre monde, qui sont de l'ordre physique, mais aussi métaphysique. Alors, on va, on va rentrer dans deux chapitres qui sont l'illusion, on va dire, du monde, dans l'absolu, l'univers, et également les illusions qui nous sont propres individuellement. Donc c'est une apocalypse à la fois collective et individuelle. Alors on fera deux chapitres et deux volets, deux clés, parce que c'est quelque chose qu'il est bon de dissocier. La première, donc l'apocalypse, à savoir une vision macrocosmique, comme on dit, c'est-à-dire une vision d'ensemble, le monde et la vibration qu'il y a sur nous individuellement, et ensuite on séparera avec la destruction de l'ego, qui est encore une autre dimension de l'apocalypse. Mais focalisons-nous sur cette notion d'apocalypse. Alors, huitième clé, 8, c'est le symbole de l'infini à l'envers, et à vrai dire, en fait, beaucoup craignent dans ce mot d'apocalypse, parce qu'il y a une connotation à la base quand même religieuse, qui a été reprise, bien que ça émane des Grecs, ça a été repris par la chrétienté, et notamment c'est ce qui est évoqué dans l'évangile de Saint Jean, à savoir l'apocalypse, c'est la fin des temps. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt la fin d'un temps, la fin d'un cycle. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres courants, à savoir notamment la religion juive, et c'est appelé différemment, ça s'appelle l'Armageddon, et également dans l'islam, c'est ce qu'on appelle le Dajjal. Donc ce serait la période que l'on vit maintenant, et ça correspond à des cycles. Dans l'hindouisme, c'est ce qu'on appelle le Kali Yuga. Il faut savoir que les yugas sont des cycles de la Terre, c'est lié aux astres et à la rotation des planètes, de la Terre notamment. Et voilà, ça n'est ni plus ni moins qu'un cycle. Et on arriverait à la fin d'un cycle qui est en général assez ténébreuse et qui permet de déboucher sur quelque chose de positif. Alors, encore une fois, j'insiste, le but du jeu n'est pas d'effrayer, c'est plutôt de rassurer, dans la mesure où, quelque part, hein, c'est juste prendre conscience de l'incohérence parfois, de la quadrature du cercle des choses, de notre monde, de notre système, et en fait de s'en affranchir quelque part. C'est une forme de lucidité qui est invoquée à travers cet apocalypse. Alors, comme on l'a dit, c'est une notion, les voiles d'illusion, c'est ce que les hindous appellent la maya au singulier, mais sachant que la maya inclut énormément de voiles. Donc on l'a dit, c'est à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Alors on va plus se focaliser, je vous ai dit, aujourd'hui sur la notion collective, sachant que nécessairement, que ce soit économique, politique, social, etc., ça a un impact sur vos vies individuelles. Donc forcément, on va voir qu'il y a une résonance nécessairement. Cela étant, on va le dissocier de ce qu'on verra plus tard, à savoir la destruction de l'ego. Alors, on est bien d'accord que c'est ce qu'on a commencé à voir et aborder, toute la vie n'est que subjectivité. D'accord? La somme la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives, la somme des vérités individuelles. C'est-à-dire, encore une fois, on va reprendre l'image de Rumi. La vérité était dans la main de Dieu tel un miroir, elle est tombée, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Vous avez un morceau, j'ai un morceau, il a un morceau, elle a un morceau, et ainsi de suite. Et chacun est convaincu qu'il fait bien, chacun est convaincu qu'il est dans le vrai, etc. Donc c'est juste un système de points de vue. Cela étant, donc déjà ça part de là. Au-delà, et on va voir tout ce conditionnement qui a fait pourquoi on raisonne comme ça. Mais ça, ce sera plutôt dans le volet la destruction de l'ego et de la personnalité, la conscience de la personnalité. Là, on est plutôt dans le schéma de comprendre en fait comment est organisé notre monde, notre société dans l'absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait questionner. Mais questionner ne veut pas dire nécessairement remettre en cause, le remettre en question dans le sens négatif, c'est-à-dire être un dissident. Non, c'est pas une forme de naïveté, c'est plutôt une forme de curiosité positive, à savoir je m'intéresse, je veux comprendre,
Et notamment pour, un petit peu comme on avait pris cette image de démonter un système électronique pour comprendre chacun des composants, leur fonctionnalité individuelle, et ensuite de voir leur orchestration globale, pour éventuellement, pourquoi pas le remonter, mais c'est surtout l'améliorer. Bon, on peut quand même constater que tout ne tourne pas rond sur cette petite boule que l'on appelle la Terre. Voilà, c'est pas une conspiration, c'est quand même un état de fait. Pauvreté, injustice, corruption, etc. J'en passe et des meilleurs, voire des pires. Alors, voilà, on va essayer de le développer sous 3 axes de cette notion d'apocalypse, mais avant ça, comme je vous disais, même à l'échelle individuelle de notre perception physique, on peut dire que il est bon d'être conscient que nous avons une vie limitée. Alors, on peut d'ailleurs considérer que l'on voit et qu'on observe cette vie dans l'absolu à travers le chat justement d'une porte, c'est-à-dire le trou d'une souris, le trou d'une serrure. Et en fait, donc ça se retrouve à l'échelle physique, c'est-à-dire notre monde, ce que l'on voit présentement, c'est 4% de la réalité. 4% c'est de la matière physique. Encore, on verra plus tard dans la clé 12 que l'énergie n'est pas tangible, c'est juste de la densité, c'est juste de l'énergie et de la force. Bref, donc 4% c'est de la matière physique. 27% c'est de la matière noire, donc invisible à l'œil nu, et ensuite c'est 67% c'est de la matière, de l'énergie noire. Alors rien que ces 4%, il faut savoir qu'on en voit juste un fragment. Si on regarde et on décompose le spectre de lumière, vous ne voyez pas les extrêmes, à savoir les infrarouges, les ultraviolets. Vous voyez en gros entre 400 et 800 Hz. Le reste, vous ne le voyez pas. Et je ne parle même pas des ondes particulières type Wi-Fi, radar, la télé, la radio, etc. Donc vraiment, on a une vision très 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 limitée. Donc déjà, c'est bon de se savoir. Il faut savoir que ne serait-ce que dans notre réalité, nous avons conscience de 2000 bits d'information, sous-entendu alors qu'il y en a des millions et des millions. Donc ça veut dire vraiment, on ne voit, j'insiste, que partiellement, de manière biaisée quelque part, et ça c'est intéressant de se dire que c'est grâce à la perspective des autres et en mettant en commun qu'on arriverait, entre guillemets, à avoir une vue d'ensemble. Voilà, alors revenons à cette dimension d'apocalypse de lever des voiles, on va le voir sur essentiellement 3 axes. Qu'est-ce qui tourne par où? On va faire une analyse assez sommaire et assez simple, et pas besoin d'avoir un doctorat nécessairement en économie, en sociologie et en biologie pour comprendre ça. J'enseigne notamment dans des grandes écoles, MBA, etc., la finance ou le commerce. Cela étant, on va le faire très très simple, on va résumer. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau 1, économico-financier, 2, social-sociétal, 3, environnemental. D'accord? Accrochez-vous bien. Alors, le premier, l'état de fait, il est très simple. La société, enfin notre système économico-financier est basé tout simplement sur une croissance sans fin, exponentielle. Bon, alors déjà là il y a un problème parce que disons que le paradoxe c'est comment on prône et on souhaite entre guillemets une économie durable et en parallèle on veut une croissance sans fin exponentielle. Alors, les ressources de la planète étant justement pas inépuisables, étant on n'est pas encore dans l'abondance, déjà ça colle pas à ce niveau-là. Au-delà de ça, si vous observez justement cette fameuse nature, quand vous regardez les arbres et autres, ils ne touchent jamais le ciel. Il y a un moment, ça sature. C'est la même chose à titre personnel. Est-ce que nécessairement vous avez besoin d'augmenter vos portions de repas chaque mois, ou même le nombre de repas? J'imagine que non, sinon vous risquez d'avoir des sacrés problèmes d'obésité et de santé. Alors, c'est le même principe. En revanche, une société basée au CAC 40, à la bourse ou peu importe, ou même à titre personnel, se doit d'être, selon cette perception, ces critères, dans une croissance. Sinon, si elle stagne, ça veut dire qu'elle est en début de déclin. C'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant. Alors, au-delà de ça, donc cette croissance, faut savoir que si jamais la Chine, qui est le numéro 2 actuellement, consommait autant que les États-Unis, il faudrait 5 planètes comme la nôtre. Donc, dans ce système tel qu'on y va, imaginez si tout le monde commence à consommer de la même manière. C'est pas possible. Donc, l'équation est déjà impossible. Donc, soit on change nos manières de consommer, on réduit notre consommation,
notre système, mais cela étant, ça ne peut pas fonctionner en l'état, on ne peut pas le reproduire sur plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas possible. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà de la croissance, parce que cette croissance, elle est artificielle, dans le sens où elle est, on va dire, elle est boostée, elle est stimulée par la dette. Alors ça, c'est une grosse illusion aussi. Parce que la dette, en gros, c'est comme si vous aviez, on vous donnait de l'argent que vous allez rembourser potentiellement parce que vous allez faire une croissance plus tard. Alors allez expliquer ça à votre banquier, à l'échelle individuelle, ça ne marche pas. En revanche, à l'échelle étatique, des États, ça fonctionne. Mais ce qui est le plus paradoxal, c'est que les pays dits riches économiquement, j'entends leur production de richesse physique, que ce soit les États-Unis ou la Chine, sont les pays les plus endettés. Alors on peut se poser la question par rapport à qui? Par rapport aux pays pauvres? Par rapport aux pays, on va dire, dans le milieu du classement? Oui, tout le monde est endetté. Et sachant que les pays dits pauvres, les pays moyennement, enfin économiques, on va dire au niveau à centième place, etc., il y a à peu près 200 pays, sont aussi endettés. Donc il y a une espèce, en fait, pour vous dire, la dette actuelle, elle est considérable. Elle est en fait en base de tout ce qui existe sur la planète. Si on devait le quantifier à une hauteur de 100%, la dette correspond à 225%. En gros, pour la faire simple, c'est comme si chacun de nous sur la planète gagnait 1000 euros et dépensait 2250 euros. Alors, la question, elle vient d'où cet argent? Elle est artificielle, c'est une illusion? Oui, c'est ce qu'on appelle la bulle spéculative, parce que c'est une bulle spéculative où on pense qu'on pourra la rembourser dans le futur grâce à une illusion de croissance. Bon, alors, nul besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre que ça ne peut pas fonctionner en l'état et qu'on sera bien nécessairement obligé de le réformer ou de repenser dans l'absolu. Économie et finance. Deuxième axe, c'est social-sociétal. Bon, pas besoin d'être un grand psychologue, un grand sociologue pour constater que ce soit les pays occidentaux, mais on peut dire que quasiment tous les pays du monde sont occidentaux. J'ai vécu 10 ans en Chine, c'est un pays qui a une mentalité occidentale désormais. Hein. On va dire que la plupart des pays sont occidentaux désormais, à part peut-être quelques exceptions du genre la Corée du Nord, le Turkménistan, le Bélarus, etc. Bon, même Cuba est rentré dans ce schéma occidental et en général les pays émergents apprennent très vite. Je le vois notamment ici en Indonésie. Voilà, donc quelque part, on peut dire qu'on va tous plus ou moins dans cette tendance, et pour laquelle on est dans une vision qui est un petit peu, qui façonne, qui modèle la pensée humaine, et notamment qui a tendance un peu à l'homogénéiser, dans le sens de la matérialité, la consommation. Alors, je ne suis pas en train de dire que le confort, la consommation, c'est mal, c'est pas bien, etc., il faut s'en détacher, rien à voir. C'est plutôt le cas extrême, c'est qu'on peut constater que énormément de gens en gros, métro, boulot, dodo, ou bien consommation, les derniers portables, toute la technologie, la mode, etc. Et en fait, quelque part, c'est une aliénation. Alienus, en latin, signifie être étranger. On est dans une société aliénante à ce niveau-là, dans le sens où on est bourré, entre guillemets, comment dire, on est suscité de toutes parts par les réseaux sociaux, par tout ce qui est distraction, etc. C'est bien de se distraire, mais cela étant, les questions existentielles, la plupart du temps, on est dérouté, détourné. Donc du coup, en fait, il y a véritablement, et le Covid de sens a montré, a révélé, parce que les gens se sont arrêtés quelque peu chez eux, ils ont eu plus de temps, etc. Et c'est là où ils se sont rendus compte, bon nombre d'entre eux, que leur vie, parfois, ou la vie dans l'absolu, n'avait pas de sens, ou tout au moins, elle en avait très peu. Et cette question que j'avais posée au départ, votre raison d'être, beaucoup n'en ont pas, ou bien ne le savent pas. Et ça, c'est préoccupant parce que nous voyons notamment ici des gens qui ont une fortune, etc., des retraités, ou même des gens qui sont venus dans nos centres et qui, quelque part, dans nos retraites holistiques, et ils ont tout sur le papier et ils se sentent viscéralement vides. Il leur manque quelque chose. Donc, quelque part, on voit que la matérialité, et si je prends l'extrême des stars, plein de gens veulent aspirer à être connus, etc., les nouvelles stars, les machins, les Star Academy, etc., et si vous analysez, alors pas tous bien entendu, mais il y en a un sacré paquet, peut-être 90% d'entre eux, qui sont de grands névrotiques, qui sont drogués, qui ont tout, mais qui n'ont plus de rêve. Et quelque part, ils sont plus équilibrés. Et bon, la question, c'est même pas la question, c'est plutôt que ça montre factuellement que
C'est une évidence ce que je vais dire, mais l'argent, la matérialité ne conduit pas nécessairement au bonheur. Le bonheur, enfin quelque part, bon, c'est un peu un cliché, mais le bonheur ne consiste pas à avoir ce que l'on veut, mais à être satisfait de ce que l'on a. Et ça, moi, je le vois, hein, je l'ai vécu j'ai fait quasiment 70 pays dans ma vie, et c'est vrai que j'ai vu le bonheur dans plein de pays pauvres. Donc, bon, voilà, ça c'est, on va dire, des clichés pour certains, mais en l'occurrence, c'est vrai. Donc, il y a un manque viscéral de profondeur, de sens à la vie et de connexion, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on reverra, profonde à quelque chose de supérieur, alors que ce soit la spiritualité, peu importe le nom, hein, à quelque chose comme la nature, cette connexion, on a été complètement dénaturé, hors sol, et je vais faire justement la transition, c'est le troisième axe, donc économico-financier, deuxième axe social-sociétal, et troisième point, c'est quelque part, on est hors sol, l'environnement. On peut s'enorgueillir, entre guillemets, de manière sarcastique, que l'humain, en l'espace de 50 ans, a décimé la moitié des espèces de la planète. Alors ça, c'est absolument effarant, c'est le pire génocide qui soit, et avec sa consommation, son modèle économique, son modèle sociétal, etc. Et donc ça, c'est évidemment un énorme problème, dans la mesure où, à l'époque, je me souviens, j'avais 17 ans, en 97, les accords de Kyoto stipulaient que la Terre n'était plus habitable en 2070 si on consommait de la même manière. Bon, je me suis rendu physiquement en 2009 pour voir ce qui se passait à Copenhague, c'était l'équivalent quelques années plus tard, et la situation avait empiré. Donc, on peut réduire peut-être à, je sais pas, 2050, 2060. Je suis pas apocalypse, hein, je suis pas c'est plié, c'est mort. Je suis pas non plus c'est pas vrai, les climato-sceptiques, etc. Je suis entre les deux. Je suis plutôt en train de me dire c'est chaud. Euh, on a un impact, on a quelque chose à faire. Voilà, c'est plutôt cette idée pragmatique. Et puis au moins on aura tout fait si on tentait qu'on essaye. Alors. C'est un état de fait, et je peux vous citer un parmi tant d'autres, mais un exemple, c'était Einstein qui disait ça. Alors, bon, c'est un peu controversé parce que certains disent qu'il n'aurait pas dit, mais peu importe. Il disait que, a priori, si on décime toutes les abeilles de la planète, l'humanité a 4 ans de durée de vie. C'est-à-dire qu'on sera. Alors, quelque part, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Un écosystème, littéralement, ça veut dire, c'est le même principe que notre. Appareil électronique, comme je vous ai déjà expliqué, vous virez un petit boulon, oh, vous dites, oh, il sert à rien lui, putain, vous le dégagez, ça marche plus. Ben, c'est le même principe. Euh, toute espèce dans la nature a une raison d'être. La chaîne alimentaire, elle régit quelque chose. Et en fait, c'est vrai que le fait d'avoir décimé a un impact sur nous, sur notre équilibre, sur le climat, etc., etc. Et donc, de facto, on peut dire que ce triptyque fait en sorte que de considérer déjà ça, c'est le premier pas. Alors, l'idée, c'est, dans l'Apocalypse, la révélation, c'est ce constat. Alors, c'est un peu douloureux, parce que c'est vrai que lister comme ça fait pas vraiment plaisir, ça fait pas sourire, on ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas non plus dire youpi, c'est la fête, non. Mais en revanche, c'est de la maturité, c'est-à-dire que c'est un état de fait, c'est factuel, encore une fois, c'est pas subjectif pour le coup. Et quelque part, c'est la première étape. Donc, l'analyse, le constat, l'identification des problèmes, et de là, bien entendu, en vient la deuxième étape. C'est pas se figer et se dire c'est de la merde et être dans l'aigreur, etc. Ça, c'est le risque. Et malheureusement, beaucoup aussi virent là-dedans, c'est-à-dire conspiration, etc., etc. Alors, je suis pas en train de dire encore une fois que il n'y a pas des choses vraies dans la conspiration. C'est pas ça. C'est quand elle devient exclusive et qu'on est uniquement dans la critique négative et pas constructive, ça fait baisser les vibrations de la personne, on crédite les égrégores de peur et comment dire, de haine, et quelque part, on n'apporte rien de positif, et surtout pas de solution. Alors, bien entendu, l'idée sous-jacente à ça, c'est, fort de ce constat, de tenter de trouver des alternatives et des solutions. Alors ça, c'est vraiment primordial. Et alors, c'est toujours intéressant de faire ce schéma d'analyse personnelle, individuelle, et aussi de le rallier aux autres. Alors, comme je vous ai dit, cet apocalypse est nécessaire à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'en fait, ce constat mondial, qui n'est pas, comment dire, vous n'avez pas d'impact à la base dessus, les décisions, la bourse, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est pas moi non plus, c'est un état de fait. Cela étant, on participe tous individuellement, moi à mon échelle, de ce que je fais, j'essaie, comme je peux, d'enseigner de la morale, l'éthique, à des gens qui seront des grands ambassadeurs
décisionnaires de l'économie, d'une certaine manière, à d'autres échelles, à différents niveaux. Et en fait, on a tous cette vocation. D'où cette idée d'effet de battement de papillon qui crée une tornade en Occident. On reverra ça dans la notion de résonance, c'est que c'est l'histoire du petit colibri. Chacun est invité à apporter, contribuer et à apporter sa petite part à cette grande action. Alors, encore une fois, c'est pas dissident. Moi, je prône en fait pas une dimension chaotique, c'est-à-dire on fout tout le bordel et en gros c'est l'anarchie, on défonce tout et c'est mort. Non, moi je prône plutôt quelque chose de pragmatique, donc une lucidité optimiste pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire lucidité? C'est ça, la lumière qui vient et qui, non pas vous révèle nécessairement, mais tout au moins vous fait prendre conscience. C'est la pilule, je sais plus, bleu ou rouge dans Matrix. C'est optimiste, parce que c'est quand même important de se dire, bon, c'est excitant, on a une situation qui va pas bien, donc on va devoir la changer, et donc du coup, c'est intéressant, ça veut dire qu'on a des latitudes pour dessiner, dessine-moi un dessin, comme disait le petit prince, c'était dessine-moi un mouton. Moi je veux pas qu'on soit des moutons, dessine-moi un dessin avec EIN, c'est-à-dire un futur, ou plutôt une destinée. Et c'est à nous, libre à nous, de le faire individuellement et collectivement. Alors, c'est intéressant de le voir dans cette perspective, en quelque sorte, j'insiste bien, lourdement, lucidité, optimisme et pragmatisme. Pragmatisme, c'est-à-dire dans l'action, mais c'est pas dans l'action, vous allez aller nécessairement être député, être élu, etc. Ça n'a rien à voir, c'est à l'échelle locale. Alors, d'autant que, si vous voulez, cette notion cette vision, à mon sens, c'est comme un édifice historique qui est en décrépitude, et on pourrait comparer à notre système. Vous pouvez le défoncer et le mettre bas. Bon, c'est pas ça qui va faire. Enfin, déjà, ce sera difficile d'en extraire quelque chose. En revanche, si vous prenez petite parcelle par petite parcelle, au laser, etc., vous pouvez faire en sorte qu'il soit, entre guillemets, plus solide et même plus resplendissant qu'à l'origine. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est un démantèlement petit à petit, pragmatique, parce que sinon, c'est ce qu'a donné des révolutions. En France, c'est 250 000 morts d'injustice, la terreur, remis dans une échelle aujourd'hui, c'est comme si plus de 650 000 personnes étaient tuées du jour au lendemain en France. La vengeance n'apporte rien de bon et ça fait un terreau de revanche et d'aigreur, etc. Bon. Ça, c'est personnel, encore une fois. Moi, je crois profondément, non pas à une révolution, à une évolution. Donc, l'idée, à mon sens, c'est ça, c'est de constater ce qui ne va pas, et pour tenter individuellement, parce que c'est un schéma assez intéressant, assez excitant, de se dire, ah voilà, l'ouvrage Sage Passage, c'est en fait, c'est un personnage qui dépeint une nouvelle civilisation, donc avec notamment toute l'organisation institutionnelle quelque part. Alors, il s'est amusé, c'est une fiction. Bon, je me suis amusé parce que c'est le personnage qui a été créé par moi, par mes soins, mais cela étant, ça a été une démarche très intéressante parce que, voilà, c'est bien de critiquer, mais c'est aussi bien de proposer. Donc ça, c'est vraiment une invitation que je vous invite à faire, et au-delà, à le connecter, parce que je pense que les solutions ne viendront pas d'en haut, alors pas non plus des nuages, ça c'est évident, à mon sens c'est pas un beau chevalier blanc qui va arriver du ciel, genre je suis le nouveau prophète, etc. Je pense pas que ça viendra non plus des gouvernants, quel qu'il soit, c'est pas une critique, c'est même quelqu'un muni d'une bonne volonté, on verrait on a déjà vu ce qui se passait quand on avait des bonnes idées, on disparaît, ou je sais pas, ou ça marche pas, parce que tout simplement, on fait partie d'un système mondial qui est globalisé, donc même si vous aviez des bonnes idées à l'époque, à l'échelle étatique, vous êtes les mains liées par rapport à un ensemble qui s'appelle l'Europe, qui s'appelle le monde, et donc vous seriez il y aurait un isolationnisme et ça ne marcherait pas non plus forcément. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que je pense profondément plus à des mouvances individuelles, c'est-à-dire des petites organisations. Nous, ici, on est en train de créer une communauté. Alors, c'est pas une secte, bien entendu, c'est une communauté de gens qui ont vu la volonté de vivre ensemble, qui aspirent aux mêmes idées, une vision alternative de la vie. Ça ne veut pas dire frustrée, ça veut dire écologique, ça veut dire respectueuse de la nature, éthique, au niveau de l'alimentaire, etc., au niveau de la consommation, etc., etc. Et en fait, je pense profondément que c'est ces petites communautés qui vont faire en sorte qu'elles, avec aussi une notion de réseau qui s'entraide, c'est-à-dire une interconnexion, c'est-à-dire si vous mettez par exemple en ligne
quelques conseils, ça va aider d'autres personnes et ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous sommes en train de créer une plateforme des bonnes idées pour ça, pour se dire, voilà, il y a des belles choses qui existent depuis la nuit des temps, patrimoine mondial de l'humanité, et puis par ailleurs, il y en a aussi présentement. Sauf que quand on regarde les news, on n'a que des situations chaotiques, on nous montre qu'on met la lumière sur l'obscurité. Alors c'est vrai que ça a tendance à forger et à renforcer cette notion de sinistrose, alors que si jamais on insufflait plutôt un vent d'optimisme, on se dirait « Ah, bah tiens, il y a quand même des choses bien qui se passent un peu partout sur la planète. » Et c'est vrai, il y a autant de choses belles que de choses négatives. Et ça, c'est vrai pour tout. Et à mon sens, c'est déjà se mettre dans un schéma, une dynamique de positivisme. Ça ne veut pas dire, j'insiste, être bisounours, niais, naïf, et de penser que tout va aller bien. Non, c'est chaud, comme je vous ai dit, mais cela étant, c'est quand même plus serein. C'est comme si vous constatiez une maladie et de vous dire bon c'est plié, je vais mourir, ou bien vous dites non, on va tenter de l'apprivoiser, on va tenter de se soigner et au pire je meurs et puis au mieux je vis et surtout je vis le plus longtemps possible. Peut-être je vais vivre 10 ans de plus de rab, 20 ans, 30 ans et ainsi de suite. Donc c'est véritablement ça cette idée. Alors l'idée sera liée, à mon sens, parce que j'ai toujours pris cette métaphore depuis que je suis enfant. J'ai toujours vu en fait l'éveil, l'illumination comme des petites étoiles qui scintillent et en fait qui se connectent telles des constellations. Et de là, en fait, elles aspirent à éveiller, entre guillemets, par leur lumière, non pas pour aveugler les gens, mais plutôt pour montrer leur propre voix à ces gens pour qu'ils puissent accoucher d'eux-mêmes et qu'ils se rallient et qui eux-mêmes émettent plus de lumière et ainsi de suite. Et à mon sens, c'est en ça, entre guillemets, cette ère que certains décrivent comme la nouvelle ère, le nouveau paradigme, l'ère christique, peu importe le terme, qui aspire, à mon sens, à l'humanité qui retrouve son humanité, assez simplement. Alors, de manière plus pragmatique, je vais vous inviter à faire un petit jeu, entre guillemets, qui a pour vocation à être plus ludique, mais de pointer les incohérences de notre monde. Alors, notre système administratif, économique, etc. Faire une petite liste, pas besoin d'écrire un bouquin, mais de tendre à écrire, entre guillemets, en gros, ce que vous trouvez mais absolument scandaleux. Alors, pas des choses trop générales du genre les injustices, la pauvreté, la famine, etc. On est tous d'accord. Mais pourquoi en fait genre un système administratif ou étatique ou institutionnel religieux, peu importe, dresser entre guillemets cette liste d'incohérences et par ailleurs tenter en fait d'y accoler entre guillemets des onces de solutions, alors, des alternatives, etc. Il faut savoir que ce schéma est très important parce que je pense que nous serons tous invités à repenser ensemble. C'était Einstein qui disait la belle chose suivante, qui disait « Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de ce monde avec le même esprit qui les a créés. » Et donc, il va falloir, entre guillemets, sortir, think out of the box, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sortir du cadran, quelque part, de notre schéma habituel de pensée, pour tenter d'être créatif, d'où l'intérêt aussi d'être créatif, de développer son intuition, etc. C'est pour ça que je propose aussi des cours de créativité ici à Bali, à l'international, je les ai en ligne, j'ai écrit un ouvrage disponible gratuitement là-dessus, Récréation, dans ce but qui est pragmatique, qui est ludique bien entendu, mais aussi pragmatique, afin que tout le monde puisse aller dans ce sens. Voilà, c'est cette idée, en fait, concrètement, si je devais le résumer, de manière, l'objectif concret, c'est d'incarner, entre guillemets, le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Comme le disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est cette idée au quotidien, et d'autant plus parce que, au soir de votre existence, même si ça n'a pas fonctionné, au moins, vous aurez l'esprit tranquille et vous serez en paix pour passer à une autre étape de la vie, et la vie après la vie. Voilà. Je vous invite véritablement à méditer activement, passivement et intuitivement sur ces différents éléments, éventuellement de regarder plusieurs fois cette vidéo, de prendre des notes, de synthétiser, de faire des reformulations et des feedbacks, des transmissions à vos proches, vos amis, pour visualiser si vous avez bien intégré les éléments, si vous avez besoin, parce que de toute façon, ça ne se cantonne pas à ça, ce sont juste des tremplins de réflexion, ce sont des pistes de réflexion pour lesquelles je vous invite à balayer ce qui ne vibre pas en vous et faire
d'approfondir et surtout d'échanger, parce que c'est la dialectique, c'est l'autre qui nous permet d'accoucher de nous-mêmes. Ce sont des brainstorming, des synergies. Si vous transmettez ou partagez cette vidéo avec quelqu'un, quelqu'un va le voir d'une certaine manière et vous d'une autre, et puis vous allez mettre en commun et vous allez accoucher d'autres idées neuves indépendamment de vous-même. Donc c'est en ça que tous ensemble, on peut arriver. Je pense véritablement, et c'est ça cette idée, que l'éveil est certes individuel, mais avec une résonance collective. Plus vous vous éveillez, plus je m'éveille, plus il s'éveille, plus nous nous éveillons, et ainsi de suite. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit que d'une clé parmi tant d'autres. Comme je vous ai dit à bon nombre de reprises, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.